Hello les mangeurs de livres. Me revoilà au cœur de la nuit pour vous parler de bouquins encore et encore. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Je viens de finir un livre que j'avais lu il y a une dizaine d'années et qui m'avait laissé un bon souvenir et qui était seulement le premier tome d'une trilogie. Et je m'étais toujours dit que je continuerais. Là en fait, je suis retombé dans une bouquinerie sur toute la trilogie pour 1 euro. Donc je me suis dit, bah, c'est l'occasion rêvée. Et je viens de finir le premier tome, alors je vais vous en parler. Alors de quel livre s'agit-il? Je vous le donne en mille. Il s'agit du Chacal de Nard. C'est pas du titre ça, hein. Chacal de Nard de John Marco. Et la trilogie elle s'appelle Des tyrans et des rois. Alors vu que j'ai bien aimé le premier, je suppose que je vais lire les deux autres et je vous en parlerai au fur et à mesure, mais histoire de vous donner envie, je vais vous parler un petit peu de celui-ci. Hmm. Alors, d'abord c'est qui John Marco? Il n'est pas très connu en France. Cette trilogie elle est assez ancienne. J'ai vérifié là, sur les copyrights, c'est 99, 2000, 2001 apparemment. Et ça a dû sortir en France quelques années plus tard. Et moi je me rappelle que c'était sorti à l'époque où Brajlon explosait et qui sortait 24 bouquins de fantasy différents par mois. Et c'était un peu passé sous mon radar. Mais ensuite je les voyais pas mal en pocket. Et le titre souvent m'attirait, le Chacal de Nard. Et donc en fait, John Marco, là, en France, on connaît que ça de lui. Et là, j'ai vite fait vérifier sur Wikipédia. Apparemment, aux États-Unis, il a un autre cycle qui s'appelle Les Chevaliers de Bronze, je crois. Et il y a aussi apparemment un premier roman d'un cycle qui s'appelle Star-Lord. Mais malheureusement, c'est pas traduit en France. Donc, si jamais ça vous allèche une fois que vous lisez la trilogie, bah, c'est disponible pour pas cher sur Amazon, hein, en anglais, pour ceux qui lisent en VO. En tout cas, pour en venir au Chacal de Nard, qu'est-ce que c'est? Alors, dans ce monde fantastique, hein, de fantasy, il y a une espèce de double continent qui est séparé par un isthme, un peu comme les Amériques, pardon, sauf que c'est horizontal et pas vertical. Et à l'ouest, il y a Nar, à l'est, il y a Lucellor, et entre les deux, donc, il y a une espèce d'isthme montagneux, euh, au bout duquel, du côté narin, on va dire naréen, là, il y a un petit royaume qui s'appelle Aramour. Et Aramour, en fait, il a été annexé à Nar parce que sur ce continent, il y a un empereur qui s'appelle Arcus, qui, des décennies avant le moment de l'intrigue, a décidé en fait de conquérir ce continent. Il était une espèce de fils de roitelet, et il a eu une vision, et en fait, il a mis toute sa vie à unifier ce continent sous sa férule, en tout cas le côté naréen. Et finalement, en fait, c'est devenu une espèce de, de tyran absolu, justement, hein, comme le titre de la trilogie. Là. Et il a réussi à mettre sous sa coupe tout le continent et un ou deux archipels qui sont autour. Et le truc, c'est que tout en unifiant cet immense empire, il a commencé aussi à créer autour de lui ce qu'il a appelé le cercle de fer, c'est-à-dire une espèce de cour, mais de ses plus loyaux vassaux. Alors dedans, il y a aussi bien un évêque, une espèce de comte un peu flamboyant, qu'un médecin scientifique, qu'un amiral. Et en fait, ce cercle de fer, parmi eux, il y a un certain Bovadine, qui est le scientifique du groupe et qui, à un moment donné, au cours de cette conquête, a mis au point une espèce d'élixir qui s'injecte, là, une espèce de formule, parce que c'est de la fantaisie, mais justement sur ce continent-là, ouest, c'est plus la science qui prévaut. Sous la coupe d'Arcus, là, ils ont développé ils sont pas encore à la révolution industrielle, mais par exemple pour l'armement, ils ont développé des espèces de cuirassés, ils ont des lance-flammes ou des lance-acides, mais ils sont encore au stade de la cavalerie, par exemple. Mais en tout cas, ils commencent à avoir une espèce de préage industriel. Il y a des fumées noires constamment au-dessus de la capitale qu'on appelle la Cité Noire, justement. Et
Donc en fait, ce Bovadine, il a mis au point une espèce de formule chimique qui leur donne une pseudo-immortalité. Le problème, c'est que quand il a mis au point cette formule, le cercle de fer, ils étaient tous assez encore jeunes, on va dire, ils étaient peut-être dans la trentaine ou la quarantaine, mais Arcus, il était déjà assez vieux. Et quand le roman commence, en fait, malgré ces injections quotidiennes, il sent bien que la mort vient. Et il se rappelle que dans sa jeunesse, son père, à l'époque où il était juste roi d'une province du sud du continent, là, l'avait envoyé sur le continent de l'Est, là, donc Lucellor, en gros pour le tester, pour qu'il soit apte à devenir roi après lui. Et parce que il était connu que tout au bout de ce continent, dans le Far East, il y avait des lions géants. Et il lui avait dit, bah, va à Lucellor, va à Champ de Dakar et coupe la tête d'un lion géant et ramène-la moi pour me prouver ta valeur. Et en fait, quand il était parti là-bas, il avait découvert la magie. Il avait vu des choses qu'il pensait impossibles, et c'était toujours resté en lui. Il avait rempli la mission que son père lui avait donnée, il était revenu, et puis finalement, il s'était engagé dans la conquête. Et donc, quand le livre commence, en fait, il a annexé le dernier royaume de son continent, donc ce qui est Aramour, et il a envoyé l'héritier de ce royaume faire la guerre en Lucellor, en son nom. Pourquoi? Parce que, comme il a l'article de la mort, il pense que en faisant la guerre à Lucellor, il pourra trouver la magie qui lui accordera l'immortalité. Faute de science, il se tourne vers la magie. Le problème, c'est que cette espèce de guerre devient une espèce de guerre de tranchées, ils s'enlisent, et les habitants de Lucellor, ils n'ont rien à voir avec les Naréens. Les Naréens, on va dire, c'est un peu des Occidentaux. Alors, ça va des Scandinaves à l'Italie du Sud, dans les types de enfin, on va dire morphologique, autrefois on aurait dit race, quoi. Mais en gros, c'est l'Occident. Et l'Est, en fait, c'est des humains, mais justement physiquement, on dirait presque des elfes. C'est des gens qui ont la peau diaphane, les cheveux blancs. Et pour ceux qui sont justement à l'extrême est, là, qui chevauchent des lions géants, ils sont un peu plus bronzés, ils ont les cheveux blonds, mais sinon, ils ont plutôt une apparence presque elfique. Justement, c'est ce qui fait qu'ils sont si différents et qu'il y a de la magie chez eux. Le problème, c'est qu'ils sont moins nombreux que sur Nar et que, en fait, ils sont divisés. Il y a plein de clans différents, il y a plein de seigneurs de guerre. Et normalement, traditionnellement, ceux qui les dirigent, c'est une espèce de roi ou d'empereur aussi qui s'appelle le Daegog. Et il a des omniges. Le truc, c'est que un ancien. Et il s'appelle aussi. Le nom de leur peuple, c'est les Trines. Et au début donc du livre, pendant que la guerre fait rage, il y a un Trine qui était un ancien suivant du Daegog qui, en gros, a vu la lumière et s'est converti à une religion qui s'appelle la religion Drule et qui est en fait une religion un peu de fanatique parce que la plupart des autres Trines ne croient pas réellement à la magie ni au panthéon des Drules, mais lui, il estime qu'il a été ce qu'ils appellent touché par les dieux et qu'il a certains pouvoirs. Et donc, le prince héritier d'Aramour, là, qui s'appelle Richus Ventrant, il se retrouve confronté en fait à cette invasion, enfin à cette opposition des Drules. Et le Dégog, en fait, il a fait alliance avec l'empereur de Nar, là, justement, pour mettre un terme à cette révolution, parce qu'il a peur pour son trône. Et en même temps, comme ça, il pense pouvoir manipuler l'empereur, parce que pour lui, ça n'existe pas la magie. Donc ça commence comme ça. Il y a Ventrant qui est dans les tranchées et qui essaye désespérément de sauver ses hommes de l'attaque de loups de combat. Donc déjà juste ça, moi ça m'avait rendu fou. Il y a des loups de combat et il y a des mecs qui chevauchent des lions géants. Donc moi déjà c'était bon, hein. Il m'avait vendu le bouquin. Le truc c'est que tout va pas se passer comme tous ces protagonistes pensent que ça va se passer. Finalement, ils arrivent plus ou moins à se sortir vivants, Ventrant, enfin une partie de ces hommes, mais en réalité c'est une quasi-défaite, ils sont obligés de reculer devant les forces drules, mais quand même ils rentrent chez eux. En gros, ils rentrent parce que le père de Ventrant, qui a toujours été un opposant à l'empereur, malgré le fait qu'il ait perdu la guerre justement contre l'Empire, et qu'il a accepté d'envoyer son fils au
casse-pipe, il n'a pas envie de saigner sa nation et d'envoyer ce qui reste de sa population à la guerre. Donc en gros, il abandonne son fils et les officiers qui l'accompagnent en espérant qu'il arrivera quand même à rentrer, mais pour stopper l'hémorragie en gros. Et en réalité, Arcus là, il n'est pas dupe. Donc il s'arrange pour éliminer le père de Ventran en espérant mettre ce dernier sur le trône et en faire sa marionnette. Donc quand Ventran rentre en Aramour, il est sommé de se présenter à la cité noire et en gros l'empereur lui fait un marché qu'il ne peut pas refuser et lui dit tu vas être le roi, si tu veux tu peux faire partie du cercle de fer, tu seras immortel et en plus je t'offre la plus belle femme du royaume, la fille d'un duc là, ou d'un comte et comme ça tu auras une dynastie dans ton royaume, tu seras tranquille, mais je te demande de me ramener la magie, de retourner faire la guerre en Lucellor et de ramener la magie pour que je sois immortel. Donc Ventran, il refuse l'immortalité parce que ça lui paraît un peu moisi comme deal, mais il sait que s'il veut protéger son royaume, il n'a pas le choix, il faut y retourner. Le truc c'est que, mine de rien, il s'était fait un ami, un homme lige du Dégog qui s'appelait Lucillaire, et il n'a pas trop envie en fait, il connaît les trines, il sait que c'est pas des monstres, il sait que c'est pas des suceurs de sang, il n'a pas trop envie de faire la guerre. Et le truc c'est que quand il a commencé à fuir Lucellor, en fait il a rencontré celle qui était devenue l'épouse de ce fameux prophète là, qui s'appelle Tarn, parce qu'ils avaient été promis l'un à l'autre depuis l'enfance, et les lois d'Orul font qu'ils ne peuvent pas échapper à cette promesse. Mais elle, en fait, elle s'était enfuie. Elle voulait pas être la femme de ce prophète, et bien qu'il l'ait prévenu, qu'il lui avait dit si jamais tu t'enfuis et que tu vas du côté des Occidentaux, la seule chose que tu pourras faire c'est vendre ton corps. Et en gros, elle s'était retrouvée dans une espèce de ville frontière que les Occidentaux ont créé de toutes pièces juste après les montagnes d'Aramour, là, et qui est en fait le dernier avant-poste avant la frontière. Et donc elle se retrouve là, et c'est vrai, comme lui avait dit son père et son mari, la seule chose qu'elle peut faire pour passer la frontière, parce qu'en fait les trines sont méprisées en Occident, c'est de devenir une prostituée. Et Ventran, en fait, quand il essaye de s'échapper pour traverser les montagnes, il se retrouve dans cette ville qui s'appelle Akelni, et il tombe fou amoureux en fait de cette femme au premier regard. Et il est noble en réalité, ce Ventran, ça, c'est pas le genre entre guillemets, aller au bordel juste pour se défouler, mais en fait il est bourré et tout, enfin, bref, finalement il passe la nuit avec cette fille et il se rend compte au matin en fait qu'il lui a volé sa virginité et il devient fou en fait, il veut se faire pardonner, il est amoureux d'elle, il savait pas qu'elle était vierge, que c'était contre son gré qu'elle était là, blablabla. Bla bla bla. Donc en fait, au bout d'un moment, elle aussi elle comprend que c'était pas l'homme qu'elle croyait au début, c'est pas une ignoble crapule qui était là pour profiter des victimes de la guerre. Bref, il y a une espèce de lien qui se crée entre eux, mais il est obligé de partir et au début il veut l'emmener avec elle, il lui promet que si c'est ce qu'elle veut, vivre en Occident, il la protégera. Mais là arrivent les pouvoirs magiques du fameux prophète et sans vous dévoiler comment, il arrive à la récupérer quoi en gros. Et Ventran ne sait pas si elle est vivante ou morte. Donc quand l'empereur lui propose ce deal, lui en fait ce qu'il veut c'est juste aller voir si elle est vivante et voir s'il peut la récupérer. Et donc j'arrête là pour le livre, pour pas vous spoiler la fin de l'intrigue. Mais ce qui m'a plu dans ce bouquin, au-delà de ce côté un peu exotique et chevaleresque et aventureux, c'est que déjà souvent justement pour les romans de cette époque qui étaient traduits par Bragelonne, à l'époque où, comme je vous dis, ils en sortaient vraiment beaucoup, on était déçus par la traduction souvent de ces livres, parce qu'on sentait que bah voilà, ils n'avaient pas le temps, des fois c'était pas des gens qualifiés qui traduisaient. Et là, par exemple, en tout cas, c'est bien écrit. Alors peut-être que c'est une trahison par rapport à l'original, hein, parce que par exemple pour le Trône de Fer, euh, la traduction française elle est très médiévaliste, alors que l'original en anglais c'est écrit d'une manière super moderne. Mais là, par exemple, justement, à un moment, je me suis fait la réflexion pendant que je lisais. Justement, par exemple, quand le prince, là, Ventran, il est à la cour de l'empereur, euh,
il y a tout ce langage empoulé justement d'aristocrate, ou quand il est présenté à sa future femme, ça rappelle vraiment les romans de KPDP ou les films historiques qui se passent à la cour de tel ou tel roi. Et il y a une différence de niveau de langue justement entre quand il parle avec ses soldats, quand il est à la cour, et ça nous met tout de suite dans l'ambiance en fait de justement cette atmosphère justement un peu médiévaliste ou un peu ouais, j'allais dire moyenâgeuse, c'est pareil. En tout cas, aristocratique. Et quand justement ça se passe à Lucelle-Laure, il y a aussi une aristocratie, il y a aussi une manière de se comporter, mais c'est plus une société guerrière et qui vit selon des codes stricts, religieux, guerriers, d'étiquette, d'honneur. Et ça aussi c'est bien retranscrit. Il n'a pas besoin de nous expliquer, de nous faire plein de pages d'explications. En fait, juste dans les dialogues, dans la manière dont se comportent les personnages, on arrive tout de suite à comprendre quelle est l'ambiance des deux continents et en plus à l'intérieur des différentes régions, des enjeux politiques, sociaux entre les différents personnages et les différents endroits dans lesquels ils voyagent, quoi, et qui sont concernés. Et donc déjà, ça, souvent, il y a des écrivains, parce qu'en plus, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que c'est son premier roman, ce gars-là, John Marco. Et déjà, pour un primo romancier, enfin, pour une première œuvre, c'est déjà pas mal de réussir à faire fonctionner ça, quoi, à faire en sorte que on y croit, que les personnages soient assez bien charpentés et que le world building, comme on dirait aujourd'hui, fonctionne. Et en plus, il y a beaucoup d'auteurs de fantasy qui se perdent là-dedans, qui en font soit trop, soit pas assez, et parfois ça sonne faux. Et en tout cas, pour ce premier opus là, ça sonne pas faux. On rentre dedans vraiment facilement, et on est happé par l'histoire de ce ventrant. Alors, bon, moi, comme je suis un peu fleur bleue, dès qu'il y a une histoire d'amour contrarié, j'ai toujours envie de savoir s'ils vont réussir à être ensemble. Et il y a aussi cet exotisme un petit peu. Alors, bien sûr, on pourrait penser que c'est une pâle copie de Dune, par exemple. Juste avant de faire le podcast, je me suis fait la réflexion que j'y avais pas pensé au début, mais par exemple, cette espèce de potion de jouvence là qu'a inventé le scientifique, il nous explique que tous les membres du cercle de fer qu'il utilise, ils ont les yeux très bleus. Alors ça fait penser à l'épice de Dune. Et pareil, après ce côté prophète là de Tarn, là, j'ai pensé après à Paul Muad'Dib de Dune, mais je viens d'y penser en fait. Pendant que je lisais, j'avais pas fait le rapprochement. Mais de toute façon, on s'inspire toujours de ce qu'on a eu avant, et s'inspirer de Dune, c'est pas mal. Et donc en fait, euh, moi ce qui m'a plu, encore une fois, c'est que c'est mené tambour battant. Il y a une alternance de scènes de bataille, d'action, etc. Et de scènes plus posées. On sent la tension monter. Et il y a différents enjeux en fait. Il y a bien sûr l'enjeu amoureux, il y a l'enjeu impérial, il y a les enjeux internes aux deux continents en fait. Parce que en réalité au début on les trouve très différents, mais on se rend compte que le fonctionnement est un peu le même. C'est des vassalités, des luttes de pouvoir à l'intérieur, même s'ils sont contrôlés par un homme tout puissant les deux, il y a des gens comme d'habitude à l'intérieur qui essayent de tirer leur épingle du jeu. Et le, bon, la plupart de ceux qui lisent le bouquin préfèrent bien entendu le, le côté elfique là, surtout quand il y a les chevaucheurs de lions qui apparaissent. Mais par exemple, il y a différents royaumes qui ont été intégrés à l'Empire. Donc comme tous les empires, en réalité, il y a plusieurs nations qui sont soumises à l'empereur. Et par exemple, Aramour, là, c'est un tout petit royaume qui auparavant faisait partie d'un royaume plus grand qui s'appelle le Talistan, et donc qui borde les frontières de ce royaume. Et là où il est fort, c'est que il nous fait sentir les différences quasi ethniques entre ces deux royaumes, alors qu'en réalité, c'est le même peuple quasiment. Mais on voit qu'ils ont choisi deux voies différentes, et bon, ils se détestent cordialement, mais une fois que tout le monde se retrouve dans les tranchées, dans la guerre et dans la peur de mourir, on voit qu'en réalité, un être humain, qui soit de l'Est, de l'Ouest, soumis à l'empereur, soumis au Dégogue, soumis au prophète, ils ont tous les mêmes réactions en fait. Ils ont peur, ils veulent pas être là,
Ils se battent pour des gens qui se foutent d'eux éperdument. Il n'y a pas de bien, de mal. Chacun essaye de défendre déjà sa vie et ensuite le pays pour lequel il combat. Et c'est pas manichéen en réalité. Et même les personnages qu'on trouve au début assez négatifs ou antipathiques, il arrive au fur et à mesure de l'intrigue de nous expliquer en fait ce qui a fait qu'ils en arrivent là, à ce type de comportement, à ce type de réflexion. Et à part un ou deux gros vraiment salopards euh, à l'intérieur, quoi, la plupart on arrive à les comprendre. Et ce qui est fort aussi, c'est que justement, il arrive aussi à nous camper des personnages vraiment mauvais, vraiment sadiques, vraiment qui sont égocentriques, égoïstes et qui pensent qu'à leur plaisir et à leur ambition, tout en nous montrant que ensuite il y a une palette de possibilités entre la lâcheté, entre l'honneur, entre les espoirs perdus, entre le patriotisme, en tout cas, franchement, pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Et ce qui ne gâte rien, c'est que pour une fois en fantasy aussi, c'est pas un pavé de 900 pages ou de 1000 pages. Il fait 450 pages à peu près. Donc en 2-3 jours, ça peut être plié quand on rentre dedans. Et pouvoir lire une trilogie de bouquins de 500 pages, c'est pas mal. Parce que parfois, ça dure longtemps, une trilogie de fantasy. Donc voilà, c'était un petit conseil de lecture de la nuit, si vous tombez dessus. Alors c'est vrai que ça n'a pas été réédité depuis l'époque de Brajlon. La seule fois où ça a été réédité, entre guillemets, c'est quand c'est passé du grand format aux poches. Par contre, moi qui écume les bouquineries et les Emmaüs et compagnie, ça se trouve assez facilement d'occasion, vraiment. C'est même pas la peine de... Bon, à part si vous habitez dans un coin où vraiment il n'y a pas de librairie d'occasion ou d'Emmaüs ou de secours populaire ou de trucs de ce genre. Donc là, bon, sur Amazon, ça doit pas coûter très cher. Mais sinon, franchement, moi je vous dis, là, il y a un truc qui s'appelle Boulinier, par exemple, à Paris, où ils bradent 3 livres pour 1 euro dans des bacs devant. Là, c'est vraiment de l'occasion au maximum, quoi. Et en fait, souvent quand j'y suis, j'écume un peu ces bacs. Et là, j'ai trouvé les 3 pour 1 euro, quoi. Je suis devenu fou. Je dis, parce que je les avais en poche chez moi, dans un des rayons de la bibliothèque, mais justement, j'avais envie de les relire. Et je me dis, c'est le genre de livre que je peux un peu défoncer si je les lis. Et là, j'ai aucun scrupule, quoi. Je les ai pris à 50 enfin 1 euro les 3, parce que c'est soit 50 centimes un, soit 1 euro les 3. C'est mortel, hein. Et donc là, je pouvais le lire n'importe où, plier les pages, je m'en foutais. 1 euro les 3, après je les foutrais dans une boîte à livres pour celui qui veut les lire, et voilà quoi. Comme ça, j'ai mes 3 poches qui restent nickel. Truc de geek, hein, truc de geek de lecteur, mais je suppose que vous êtes tous comme moi. Donc voilà, il n'y a que des avantages, ça coûte pas cher, c'est mortel, c'est dispo, il y a des grands sentiments, c'est une fresque, c'est une saga. Moi je vois pas quoi rajouter de plus, à part manger là, déguster là, bouffer là, jusqu'à l'indigestion. Mais vous serez pas. C'est pas indigeste. Vous en redemanderez. Et ben voilà. C'était une petite pastille de 3h57 du matin. A bientôt les mangeurs de livres.